Ça va, vous tenez le choc? Ah, il y a du mieux. Il y a du mieux. Ah, bah bravo. Bravo. Vous êtes dans les études scientifiques ou pas? Oui, d'accord, alors. Bonne chance, vous avez des grandes chances d'ailleurs. Bon, Brigitte Sanda, c'est à vous. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de ces fragments d'astéroïdes que sont les météorites qu'on retrouve au sol. Alors l'arrivée des météorites extrêmement spectaculaire, vous l'avez tous vu. Donc on a un objet qui arrive à hyper vitesse et qui va venir vraiment se heurter complètement contre l'atmosphère et qui va échauffer très brutalement cette atmosphère, être porté à des températures qui sont plus chaudes que la surface du Soleil. Hein. On parle de 20 000 Kelvin. Et donc l'objet va s'échauffer et aussi va venir se fracasser littéralement contre l'atmosphère. Et c'est ce qu'on voit sur cet extrait de la vidéo que je vous montre ici. Ce qu'on voit, c'est que cette espèce d'énorme déflagration, en fait, ça correspond au fait que l'objet se fragmente et va se casser en centaines, voire en milliers de fragments. L'essentiel de l'objet va même être détruit dans ce phénomène, parce que là, je vous montre à nouveau le phénomène de Chelyabinsk, dont il a déjà été abondamment question aujourd'hui. Il faut quand même imaginer que l'objet de Chelyabinsk, c'était à peu près de la taille d'un immeuble, 17 mètres de diamètre, 10 000 tonnes, et au sol, on en a retrouvé à peu près 1 tonne. Tout le reste a été volatilisé dans l'atmosphère, arraché par le plasma qui entourait l'objet, et ça va venir se recondenser, se déposer à peu près sur toute la surface du sol, mais de la Terre. Mais au sol, on a retrouvé finalement un énorme bloc de 500 kilos, dont on a vu en photo tout à l'heure, et puis quelques centaines d'objets de la taille à peu près d'1 point, et puis après alors là vraiment des milliers et des milliers même des dizaines de milliers de fragments qui étaient vraiment extrêmement petits, qui sont de taille à peu près de centimétrique. Et comme c'est tombé un moment où il y avait de la neige, beaucoup de ces fragments ont été trouvés extrêmement rapidement sur la neige. C'était très facile de les identifier et de les voir. Voilà. Alors, on en a parlé, vous avez déjà vu des images, je résiste pas au fait de vous montrer ce phénomène-là, cette fragmentation catastrophique. Il y a une grosse partie de l'énergie cinétique de l'objet qui va être libérée brutalement, et ça va faire vraiment une onde de choc qui va se propager vers le sol, mais finalement beaucoup plus lentement que l'objet lui-même. Donc l'objet se déplace à peu près 70 000 km/h, hein, schématiquement, et l'explosion, c'est un son, ça va aller à peu près 10 fois moins vite. C'est pour ça qu'elle arrive exactement la même chose que quand on a le tonnerre qui arrive après l'éclair. Là, de la même manière, on a à peu près 1 minute et demie de délai. Et donc, on va voir deux petites vidéos qui se passent toutes les deux à l'intérieur d'un bâtiment. Alors, la première, on est ici, donc on voit l'arrivée du phénomène lumineux. Alors la caméra est complètement saturée, après elle essaye de rattraper. Et puis la vidéo est coupée, mais vous allez voir l'explosion arriver. Regardez le personnage ici, voilà. Donc les gens sont vraiment jetés par terre, littéralement. Ils savent pas ce qui leur arrive. Et eux ne savent pas ce qui leur arrive, mais alors le pire, c'est quand même ceux-ci qui sont à l'intérieur d'un bâtiment. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé dehors, et ils sortent du bâtiment quand l'explosion arrive. Alors c'est très impressionnant. Bon, alors c'est pas une porte ultra solide quand même, hein, mais il y a quand même eu des murs qui ont été soufflés. Ils ont pris la porte. Alors je vous rassure, j'ai vu cette vidéo dans un congrès sur les météorites et je suis allée poser la question. J'ai dit mais il y a eu des blessés. Alors pas sur cette porte-là. Il y a eu effectivement des blessés. Ça a été dit tout à l'heure par Daniel. À peu près 1 millier de blessés qui ont pris des éclats de verre dans la figure. Il s'agit quand même d'un événement absolument fou. La moitié des vitres de la ville de Chelyabinsk ont été soufflées. Et là on est dans le théâtre de Chelyabinsk le lendemain de l'événement. C'est une photo que j'ai prise sur Wikipédia. Moi je la trouve très chouette. Vous voyez le verre par terre et vous voyez la tête de la femme de ménage. On voit bien, elle ne sait pas par où elle va commencer. Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle va commencer. Voilà. Et donc ensuite, on a retrouvé au sol ces fragments de météorites dont certains sont incrustés dans la neige. Ici, c'est une assez jolie photo. Donc le monsieur a ramassé un petit bloc de neige. Il y a une météorite qui est vraiment littéralement sertie dessus. Donc un objet
qui a été extrêmement échauffé par sa traversée de l'atmosphère. Je vous ai dit que l'objet s'est fragmenté en milliers de fragments. Chacun de ces fragments va être entouré de ce qu'on appelle une croûte de fusion. Donc c'est vraiment l'échauffement par le plasma de la surface de l'objet qui est lissé, qui est abrasé petit à petit. Donc on a cette surface noire, cette espèce de croûte noire qui est complètement caractéristique. Donc l'objet est noir en surface. Il a des surfaces généralement assez planes avec des angles émoussés parce que cette traversée de l'atmosphère le lisse. Et puis l'intérieur de l'objet est plus clair. Donc ça, c'est totalement caractéristique de l'aspect d'une météorite qui vient de tomber. Donc là, elles sont extrêmement faciles à reconnaître. On va revenir là-dessus après parce que je vais vous parler de la recherche de météorites sur le terrain. Donc savoir qu'une météorite qui vient de tomber est facile à reconnaître, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Alors Daniel a fait allusion à ça. Moi, je vous montre ça sous forme d'un diagramme. Mais c'est tout à fait équivalent de ce qu'il vous a montré tout à l'heure. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est le nombre d'objets qui tombent par an en fonction de la taille de l'impacteur. Alors, en gros, il tombe à peu près 10 000 objets qui sont de taille centimétrique qui arrivent dans la haute atmosphère. La plupart d'entre eux ne sont que des étoiles filantes, c'est-à-dire ils vont se désintégrer dans l'atmosphère. C'est tout à fait le même phénomène que ce qu'on a vu dans Chelyabinsk, simplement à une échelle beaucoup plus petite. Donc, la plupart de ces objets n'atteignent pas le sol sous forme entière. À peu près un objet d'1 mètre qui peut lâcher une météorite tous les ans. Et puis après, plus les objets sont gros, heureusement pour nous, moins ils sont fréquents. Donc c'est tout à fait les chiffres que Daniel vous a donnés tout à l'heure. Oui, heureusement pour nous, avec donc un objet de la taille de la taille de Chelyabinsk, typiquement tous les 100 ans à peu près. Un objet de la taille de la Tunguska, c'est plutôt tous les 1000 ans, heureusement pour nous. Donc l'objet qui nous rassemble aujourd'hui, évidemment, puisque cet objet est tombé il y a exactement 110 ans. Et puis quand les objets sont plus gros, ils vont pratiquement très peu voir l'atmosphère, qui va les freiner quand même un petit peu, mais ils vont à peine la voir. Et donc ils vont atteindre le sol entier, pour la plupart d'entre eux. Et à ce moment-là, cette énergie cinétique gigantesque qu'ils véhiculent va être libérée en atteignant le sol. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle un cratère d'impact. C'est là qu'on va avoir une immense cavité qui n'est pas le trou fait par la météorite, mais qui est bien le trou fait par l'énergie apportée par le bolide. Et c'est ça qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Typiquement, la cavité fait à peu près 20 fois le diamètre de l'objet, et les cratères sont circulaires parce qu'il s'agit bien d'une explosion, c'est-à-dire une libération extrêmement brutale d'énergie qui ressemble tout à fait à l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Et d'ailleurs, les gens qui étudient les phases, les réactions qui se passent à la périphérie des explosions de bombes thermonucléaires sont les mêmes que ceux qui étudient les cratères d'impact, parce qu'on a bien à faire aux mêmes phases de haute pression formées dans des chocs, dans ces réactions qui se produisent au voisinage des cratères. Alors Daniel a aussi évoqué cela, l'échelle des dégâts. Typiquement, un objet de taille métrique, ça peut faire des dégâts à l'échelle d'une maison, et plus les objets sont gros, plus ils vont pouvoir faire des dégâts à une échelle importante. Et typiquement, les objets de taille kilométrique ou plutôt kilométrique ou plurikilométrique, dizaines de kilomètres, peuvent faire des dégâts à l'échelle de la planète. Alors, quand un objet donc est gros, alors typiquement là, ici on va parler de l'objet qui est à l'origine du météore cratère. Il était à peu près de la même taille que celui de la Tunguska, parce que ce diagramme ici ne tient pas compte de la masse des objets. Dans le cas du météore cratère, il s'agissait d'une météorite d'un objet qui était en fer, d'un noyau d'astéroïde, donc 3 fois plus dense que celui de la Tunguska. Donc ça va apporter une masse et une énergie 3 fois supérieure. Donc c'est pour ça que les deux sont un petit peu décalés. Donc ici on a une photo du météore cratère dans l'Arizona. Et donc ce cratère fait 1,2 km de diamètre, et l'objet qui l'a engendré n'est pas plus grand que quelque chose comme ça, vraiment au centre. C'est vraiment bien donc la cavité qui est soufflée par l'objet. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Les cratères, en fait, c'est la fin de la genèse des cratères, c'est la fin de la construction de la Terre, parce que la Terre évidemment est faite de matériaux extraterrestres, si je puis dire. La Terre a petit à petit nettoyé son orbite des objets qui venaient la croiser, et elle a grossi comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion au moment de la genèse du système solaire. Là, on a une collision constructive, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 astéroïdes de taille à peu près, il y en a un qui est plus petit que l'autre, qui vont rentrer en collision, et les deux vont s'agréger pour faire un objet plus gros. Et c'est comme ça que la Terre s'est construite et a petit à petit nettoyé son orbite.
Donc à l'heure actuelle, ce que nous recevons sous forme de météorites, c'est simplement la fin de ce processus où il y a encore des petits corps qui en particulier au moment de collision sont partis, ou bien d'autres phénomènes dynamiques qui vont intervenir dans le système solaire qui font qu'il y a des objets qui peuvent venir croiser la Terre et nous impacter. Mais tout ça, c'est quand même un continuum de phénomènes, il s'agit bien du même style de phénomène. Alors ça soulève plein de questions. Est-ce qu'on peut s'en prémunir? Quels sont vraiment les risques? Ça a été abordé par Daniel. Quels sont vraiment les flux de météorites qui tombent chaque année? On l'a évoqué, mais en fait, ils sont pas si bien connus que ça. D'où viennent ces objets? Ça a été abondamment discuté ici, mais on va en reparler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les retrouver au sol? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent aussi sur la genèse du système solaire? On va se concentrer un petit peu sur ces trois questions. Et je vais évoquer deux programmes dans lesquels je suis impliquée. Le programme Fripon, qui a pour objectif de surveiller ces chutes de météorites, ces phénomènes lumineux qu'on peut enregistrer et qui vont nous permettre de reconstituer à la fois l'orbite, c'est-à-dire la provenance globale de l'objet, et les trajectoires, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont tomber au sol, et voir si on peut les retrouver au sol. Et puis quand on sait qu'il y a un objet et où est-ce qu'il est tombé, on peut essayer d'aller le chercher sur le terrain. Et ça, c'est l'objet du programme Vigiciel, dont l'objectif va être d'impliquer le public dans cette recherche sur le terrain. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a constaté que les météorites dont la chute avait été observée, qui avaient été récupérées en France, ça c'est l'ensemble des météorites qui ont été retrouvées en France. Celles qui ont un rond plein, c'est celles dont la chute a été observée qu'on a retrouvées. Vous voyez que c'est la très 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 grande majorité. Celles qui ont des étoiles, là, c'est celles qu'on a retrouvées longtemps après la chute. La plupart sont en rouge. Ça veut dire que ce sont des météorites de fer. Donc quand on a un bloc de 400-500 kilos d'une météorite de fer qu'on retrouve au sol, d'abord ça subsiste très bien, et puis on va le trouver parce que c'est vraiment une roche qui est très étonnante. Mais en dehors de ces cas où on a des roches extrêmement massives, la plupart du temps, quand une météorite tombe au sol, elle finit par pourrir au sol et personne ne la retrouve. Donc la meilleure chance qu'on a de retrouver une météorite, c'est de la trouver d'observer sa chute et d'aller la chercher très très peu de temps après sa chute. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que au 19e siècle, on avait retrouvé 45 météorites dont la chute avait été observée, et que au 20e siècle, il y en avait plus que 9. Alors bien entendu, ça correspond pas du tout au fait qu'il tombait plus de météorites au 19e siècle qu'au 20e siècle. Ce qui se passe, c'est que les gens vivent beaucoup moins dehors au 20e siècle qu'au 19e siècle, et donc on retrouve beaucoup moins les météorites. Il y en a 5 fois moins. Mais même si on regarde la carte au 19e siècle, vous voyez que c'est pas réparti au hasard. Vous voyez que les régions centrales, qui sont relativement peu habitées, on a trouvé très très peu de météorites. Dans le nord, je pense que c'est une question où le ciel est plus couvert, donc on a aussi retrouvé peu de météorites. Dans les montagnes, on en retrouve assez peu. Où on en trouve, c'est là où on a les grandes plaines fluviatiles, c'est-à-dire beaucoup de gens qui habitent, et puis une vue dégagée qui permet de voir les objets. Et donc au XXe siècle, il y a moins de monde dehors, il y a moins de gens. Et puis quand il y a un nouveau caillou dans le jardin, les gens, s'ils habitent pas localement, s'ils cultivent pas leur champ régulièrement, s'ils prennent pas soin de leur jardin régulièrement, ils le voient pas. Donc les objets ne sont pas retrouvés. D'où l'idée déjà de surveiller le ciel en permanence. On a maintenant des moyens vidéo qu'on n'avait pas par le passé, donc de mettre des caméras qui vont surveiller le ciel pour voir tomber les météorites et donc reconstituer à la fois leurs orbites et leurs trajectoires. Et donc c'est l'objectif du programme Fripon. Alors là, il est détaillé un petit peu plus. Donc qu'est-ce qu'on voit? L'objet déjà, vous avez vu le phénomène lumineux. Le phénomène lumineux, il s'allume à peu près à 100 km d'altitude parce qu'avant l'atmosphère n'est pas suffisamment dense pour être suffisamment comprimée, suffisamment échauffée pour que le bolide s'allume. Et le bolide va continuer à briller jusqu'à, il est petit à petit décéléré par l'atmosphère et il va briller jusqu'à une altitude qui est typiquement entre 30 et 20 km d'altitude. Il va continuer à briller et sa trajectoire va s'incurver vers le sol, et puis il va terminer sa trajectoire dans le noir, c'est la partie qu'on appelle le vol sombre, en étant là à ce moment-là soumis au déport par le vent. Et ce déport par le vent peut être extrêmement important puisqu'il peut faire jusqu'à une dizaine de kilomètres au sol. Pour une météorite qui a été retrouvée en Californie, il y a quelques années, on a calculé la trajectoire et on a vu qu'il y avait à peu près 10 km de distance entre l'endroit où on a trouvé les objets et l'endroit où on aurait prédit qu'ils allaient tomber si on n'avait pas tenu compte du vent.
Il est donc très important, quand on va essayer de calculer, d'observer cette trajectoire et de la calculer pour la reconstituer, donc vers l'arrière et vers l'avant, de tenir compte du vent. Et pour ça, il faut travailler bien sûr avec Météo France pour pouvoir savoir quels sont les vents, quelles sont leurs directions, leur vitesse au moment où l'objet tombe. Et donc évidemment, il y a des problèmes de datation extrêmement précises pour avoir quelque chose dans le temps. Alors ce genre de réseau, nous, dans la construction du réseau Fripon, je vais vous montrer un petit peu plus de choses sur Fripon tout à l'heure, on a tiré avantage du fait que maintenant il y a des caméras vidéo, de vidéosurveillance, qui ne coûtent pas très très cher, qui sont assez faciles à utiliser, mais par le passé, il y avait des gens qui avaient déjà installé ce genre de réseau avec moins de caméras parce que justement elles coûtaient très cher, et c'était plutôt des appareils photo qu'on utilisait, mais ça a quand même permis de reconstituer un certain nombre de trajectoires, et de manière pas surprenante, toutes ces trajectoires qu'on a reconstitué. Alors cette vue elle est un petit peu ancienne, mais évidemment tous ces objets passent par la ceinture principale des astéroïdes. Donc ça a été une confirmation du fait que la plupart des météorites qui tombent sur la Terre sont effectivement originaires des astéroïdes. Alors la caméra, la voilà, c'est celle qui est actuellement sur le toit de l'Observatoire de Paris et qui surveille le ciel. Et puis de caméras comme ça, on en a installé. Le projet au départ, c'était d'en installer une centaine en France. Elles sont pratiquement toutes opérationnelles maintenant. Et même le réseau a commencé à diffuser en Europe. Il y a à peu près 150 caméras qui sont installées à l'heure actuelle et qui surveillent le ciel en permanence, ce qui nous permet donc d'observer des objets. Alors à l'heure actuelle, on a un certain nombre de trajectoires qui sont calculées. On n'a pas eu encore de cas vraiment complètement favorables qui nous permettent de dire on y va, on va chercher les objets. C'est pas tout à fait vrai. On a fait deux recherches sur le terrain. J'en parlerai un petit peu après. Donc faire le lien entre les astéroïdes et les météorites par la surveillance, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec le réseau Fripon, mais les météorites elles-mêmes nous parlent et nous donnent des informations. Et ce qu'on peut faire, c'est comparer le spectre de la lumière du soleil réfléchi par une météorite avec des spectres soit de minéraux individuels, ici on a un certain nombre de minéraux dont on a mesuré en laboratoire le spectre, et puis on peut comparer ça au spectre de certains astéroïdes, et puis on peut comparer aussi des poudres de météorites au spectre de certains astéroïdes, et ça va nous permettre d'établir des correspondances. Et pour la plupart des familles de météorites maintenant, on a un type d'astéroïdes dont ils proviennent. On a parlé tout à l'heure des météorites qui sont issues de l'astéroïde Vesta. C'est grâce à ces études spectrales qu'on est capable de les identifier. Pour les chondrites ordinaires, qui sont les chutes les plus abondantes, il y a longtemps eu une polémique parce que vous voyez le spectre, il y a bien des bosses, il y a bien des raies au même endroit ici et là. Mais la forme globale du spectre n'est pas la même que celle-là. Et ça correspond au fait qu'à la surface de l'astéroïde, il y a des petits impacts, il y a le bombardement par les particules cosmiques, et il y a ce qu'on appelle un vieillissement de la surface. Donc pour avoir vraiment, ça a été longtemps un très gros débat, savoir s'il y avait vraiment un lien entre ces chondrites ordinaires et ces astéroïdes S. Et ce débat a été résolu récemment grâce aux missions spatiales, grâce à la mission Hayabusa dont il a donc déjà été question ici, où on a là pour le coup rapporté des échantillons, on a bien montré qu'ils étaient bien identiques à une chondrite ordinaire. Ça a permis de mettre fin à ce débat. Mais donc vous voyez, faire la correspondance entre un spectre astéroïdal et celui d'un type de météorite, c'est pas forcément quelque chose qui est complètement simple, mais c'est quand même quelque chose qu'on s'efforce de faire, et c'est une des manières de faire le lien et de démontrer que les météorites... 5 minutes. Oui, que les météorites sont bien issus d'astéroïdes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à peu près les 2/3 de la ceinture des astéroïdes sont constitués d'objets qui, pour le moment, n'ont pas donné sur Terre de météorites, en tout cas pas de roches entières. Tous ces objets-là, qui représentent la masse essentielle de la ceinture des astéroïdes, ne sont pas représentés dans nos collections de météorites. J'ai une bonne nouvelle quand même, elles sont représentées dans nos collections de micrométéorites pour la plupart d'entre elles. Donc il semblerait que ces objets sont beaucoup plus friables, beaucoup plus fragiles, ne traversent pas bien l'atmosphère, ou même ne traversent pas bien l'espace interplanétaire, et arrivent plutôt sous forme de petites poussières.
Alors, à quoi ça nous sert d'étudier ces astéroïdes? Eh ben, ça nous permet de reconstituer. On a ici une vue schématique de l'histoire du système solaire depuis l'effondrement sur lui-même de la nébuleuse solaire et la formation des planétésimes et la formation finale du système solaire. Eh ben, ces astéroïdes, finalement, ce sont les restes de cette genèse des planétésimes que l'on peut étudier directement et qui vont nous renseigner sur la genèse du système solaire. Alors voici une météorite caractéristique, hein, et ce triangle-là, évidemment, c'est une tranche qui est coupée. On voit ce qui est à l'intérieur. Je ne vais pas du tout rentrer dans ce détail, mais il y a une chose qui est importante, c'est que c'est en étudiant ce type d'objet qu'on a des renseignements directs sur la genèse du système solaire. Et je vais prendre un exemple. Quand on vous donne l'âge du Soleil, l'âge du système solaire, en fait, c'est l'âge de ces objets ici qu'on mesure, qui sont les objets les plus vieux qu'on connaisse dans le système solaire. Donc, quand on vous donne l'âge du système solaire et du Soleil, par convention, en fait, c'est l'âge de ces inclusions réfractaires. Donc c'est vraiment, ces météorites vont nous donner une foule de renseignements sur la genèse du système solaire. Elles vont aussi nous renseigner sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des astéroïdes. Évidemment, l'idéal, c'est la mission de retour d'échantillons, mais on n'en a pas fait tant que ça. Donc les missions de retour d'échantillons, les météorites, pardon, c'est une forme de retour d'échantillons gratuit. Et en particulier, je voudrais mentionner cet objet ici, qui est rentré dans les collections, qui a été retrouvé en 2011, et qui est le premier objet de la surface, enfin la première météorite d'origine martienne, parce qu'on n'a pas que des fragments d'astéroïdes, on a aussi quelques bouts de la Lune et quelques bouts de Mars. C'est le premier objet d'origine martienne sur lequel on peut mettre les mains, qui ressemble vraiment à ce que voient les rovers à la surface de la planète Mars. Et ça, c'est vraiment une source extrêmement intéressante pour comprendre la géologie de cette planète, sachant que pour le moment, on n'a toujours pas rapporté d'échantillons de la planète Mars. Et quand j'ai commencé ma carrière, il devait revenir en 2013, et je peux vous dire que cet horizon s'éloigne petit à petit. On en parle toujours, mais pour le moment, c'est très difficile. Voilà. Et donc je vais finir en vous parlant un petit peu du programme Vigiciel. Donc en parallèle du réseau Fripon, on s'est avisé très vite que par le passé, c'était le public qui trouvait les météorites et qu'il fallait renouer ce lien avec le public et lui donner la chance de trouver les objets, d'autant qu'ils se répartissent au sol sur des zones qui peuvent être assez grandes. Donc si vous allez chercher un objet de la taille d'une mandarine sur une zone qui fait plusieurs kilomètres carrés, vous avez intérêt à être nombreux, vous avez intérêt à habiter sur place et vous avez intérêt à être capable de le faire. Donc ce programme, donc on est en train de le développer à l'heure actuelle. On a été financé sur sur le grand emprunt pour faire ça. Et il a plusieurs aspects. Il y en a un qui est d'inciter le public à signaler les bolides, de manière à pouvoir reconstituer leur trajectoire, ce qui peut venir compléter les observations qui sont faites avec Fripon. Je vais passer là-dessus. On a mené déjà avec le public, avec des amateurs éclairés, des premières recherches sur le terrain. Ça, c'est un bolide qui était tombé en août 2016, qu'on est allé chercher en région de Roanne. Un autre à côté de Chambord. Alors pour le moment, le programme, il est vraiment pas totalement opérationnel. Il en est à son stade de développement. Donc ça consiste à distribuer des tracts, et puis ça consiste donc à aller sur le terrain, et puis là c'est un groupe d'amateurs en fait qui ont des détecteurs de métaux et qui cherchent sur le terrain. Voilà, je vais m'arrêter là en vous invitant à suivre le projet Vigiciel, et puis je vais vous montrer quand même pendant qu'on termine une petite vidéo si j'arrive à aller jusque là. Bon, non, ça fait rien, je vais pas y arriver. Voilà, c'est une petite vidéo, c'est une simulation qu'on a faite sur le terrain de gens qui sont en train de chercher. On les a entraînés, on leur a appris à reconnaître des météorites, et puis on les a lâchés sur un terrain. On avait mis une vingtaine de météorites qu'ils ont toutes retrouvées en l'espace de quelques heures. Ils étaient 80. Ils marchaient très vite, c'est décourageux. Merci. Alors, on vous a parlé précédemment de missions qui devaient aller vers des astéroïdes et ramener des échantillons. Il se trouve qu'on a une astronome du LESIA avec nous, Antonella Barucci, qui travaille sur ces deux missions et qui va nous en parler. Alors, entre-temps, oui, on me dit dans l'oreillette, oui, le match de football, c'est 1-1 maintenant.